Voilà, et comment préserver le pouvoir d'achat? Nous sommes avec Philippe Defeite. Bonjour, merci d'être avec nous depuis Namur en Belgique. Vous êtes Bonjour madame. économiste, vous êtes président de l'Institut pour un développement durable. Vous êtes également un des experts consultés par le gouvernement belge pour proposer des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Alors peut-être une première question. En matière de pouvoir d'achat, justement, il y a deux écoles. Soit on baisse les prix, soit on augmente les revenus. Et vous, il me semble, vous avez une préférence. Alors, on va d'abord dire que par pragmatisme politique, réalisme politique, de toute façon, on fera les deux. Voilà, la question c'est l'équilibre. Alors, l'avantage de travailler sur les revenus, c'est en général de pouvoir cibler sur certaines catégories de personnes, par exemple les petits retraités, comme on vient de le dire, de le voir en France, mais c'est vrai dans beaucoup de pays. Deux, pour ce qui est des salaires, il y a évidemment une demande légitime de la part des salariés dans tous les pays européens à ce que leurs salaires suivent l'inflation. Donc ça, c'est l'ensemble de la population. L'autre manière de lutter contre l'inflation, c'est de travailler sur les prix. On peut soit boucler tarifaire, soit jouer sur la fiscalité, soit jouer sur des subsides. Tous les pays européens, finalement, essaient quasiment tous les systèmes possibles et imaginables, mais le désavantage de jouer sur les prix est double. Un, c'est que ça coûte très vite très cher aux collectivités publiques, et d'autre part, ça donne de l'argent à des ménages qui en ont peut-être moins besoin, voire pas besoin du tout. Donc il y a une forme de gaspillage d'argent quand on ne travaille que sur les prix. Mais pourtant, le citoyen, le consommateur a besoin de mesures immédiates en période d'inflation. Pourquoi est-ce que, selon vous, malgré tout, baisser les prix, ce n'est pas forcément la bonne idée? Alors, c'est bien pour ça que je parlais il y a un instant de pragmatisme économique, de pragmatisme politique. L'avantage des mesures qui travaillent sur les prix, c'est qu'elles ont en général un effet immédiat. Vous baissez la TVA, eh bien le lendemain, on peut le voir par exemple à la pompe ou quand on vous livre du gaz ou du mazout, etc., du fioul de chauffage. Donc ça, c'est l'avantage politique, c'est un message rapide. Mais comme je le disais, un, ça coûte de l'argent. Deux, ça coûte même beaucoup d'argent. Deux, en profitent des ménages aisés. Tout le monde est touché par l'inflation, mais il est clair que même dans nos pays qui ont connu beaucoup de difficultés ces dernières années, des ménages qui ont beaucoup souffert ces dernières années, il y a quand même des ménages qui sont en capacité de faire face à cette hausse. Et puis, dernier élément, c'est toute la complexité du débat et des décisions politiques. Attention, les politiques doivent aussi préparer les sociétés à la transition climatique, à la transition énergétique. Et des prix qui ne reflètent pas la réalité économique, qui ne reflètent pas la réalité énergétique, mais vont contre nos intérêts à long terme. Donc c'est un peu toute cette difficulté d'arbitrage qui transparaît dans la mesure. Donc les économistes diront, il vaut mieux travailler sur les revenus, c'est plus ciblé et on peut donner plus à certains ménages que ce qu'on donnerait par des baisses de prix de l'énergie, mais pragmatiquement, on va jouer sur tous les tableaux. Alors, on parle beaucoup aussi en ce moment des sociétés qui font des super profits. Est-ce qu'il faut aussi, de votre point de vue, récupérer de l'argent de ce côté-là? Alors, de nouveau, l'économiste froid, calme, dans son bureau, dira attention, ça dépend ce que ces entreprises vont faire de ces profits. Et on voit quand même que certaines entreprises énergétiques préparent l'avenir, préparent la transition énergétique. Deux, beaucoup de sociétés ont fait des pertes ces dernières années, et donc en quelque sorte une partie des profits d'aujourd'hui compense les pertes d'hier, mais de nouveau, il est difficile pour les gouvernements de résister à cette demande sociale, cette demande politique de dire, écoutez, c'est super profit, essayons d'en récupérer au moins une partie et taxons-les ou demandons aux entreprises de baisser les prix. Mais voilà, toujours cette difficulté entre le pragmatisme que pense un économiste dans son bureau et le pragmatisme social et politique. Alors, on observe que l'Europe et que les pays européens partent en ordre dispersé sur cette question. L'Espagne, par exemple, a adopté des mesures pour taxer notamment les super profits. Chaque pays fait un petit peu comme il le peut et comme il le souhaite. Est-ce que ça peut poser des problèmes? Et quels problèmes est-ce que ça peut poser? Alors, il y a plusieurs problèmes possibles. Donc, le premier problème, c'est un problème budgétaire. Alors, jusqu'à la fin de l'année, l'Europe a dit on prolonge les facilités données au pays, donc on ne doit pas respecter les règles budgétaires, notamment un maximum 3% de déficit, mais ça n'a qu'un temps. À un moment donné, l'Europe va dire on va changer les règles du jeu, on va revenir aux règles du jeu précédentes parce que l'endettement explose un peu
partout. Deux, il peut y avoir des problèmes de compétitivité. Si vous donnez un subside à certaines formes d'énergie, les entreprises qui profitent de ce subside se trouvent dans une meilleure position par rapport à d'autres pays, les entreprises d'autres pays européens. Donc là aussi, l'Europe est pour le moment assez pragmatique. Bon, ne se mêle pas trop, mais à un moment donné aussi, on va devoir dire non, on ne peut pas déséquilibrer la concurrence entre les pays européens. Et puis surtout, de nouveau, le risque le plus grand en matière d'énergie, c'est la perte de compétitivité, non pas de chacun des pays européens considérés séparément, mais de l'Europe entière par rapport aux zones, États-Unis, Moyen-Orient, qui ont des sources d'énergie extrêmement bon marché et qui vont rafler une partie de la production de tout ce qui tourne autour de l'énergie. Merci beaucoup Philippe Defeit, économiste, président de l'Institut pour un développement durable. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous propose d'aller tout de suite aux États-Unis, où la question de l'inflation et du pouvoir d'achat se pose également dans ces termes. Et on retrouve notre correspondante Fanny Chauvin à New York. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Alors Fanny, comment est-ce que les autorités fédérales luttent contre la baisse du pouvoir d'achat aux États-Unis ? Eh bien, le Congrès américain s'apprête à voter un plan colossal de plusieurs centaines de milliards de dollars. Le but est bien de réduire l'inflation et ça passe par baisser les coûts des soins de santé qui, on le sait ici, sont incontrôlés. La loi permettra aux autorités de négocier le prix des médicaments, des économies majeures, notamment pour les diabétiques. L'insuline devrait être plafonnée à 35 $ par mois au lieu de plusieurs centaines de dollars. Cette loi, elle a aussi pour but de réduire le coût de l'énergie avec des crédits d'impôt qui seront accordés pour, par exemple, l'achat de voitures propres ou de pompes à chaleur. Alors, pour financer ce plan, Joe Biden compte taxer les entreprises les plus riches, celles qui font un profit supérieur à $1 milliard paieront un impôt minimal de 15%. Ces mesures, elles sont aujourd'hui soutenues par une centaine d'économistes des plus grandes universités américaines. Il n'empêche mais selon certains spécialistes, ce plan ambitieux n'aura pas d'impact immédiat sur l'inflation. Il faudra attendre au moins 6 mois. Fanny Chauvin, correspondante de TV5 Monde à New York. Merci à vous Fanny.